Bonjour, bienvenue au CabLab numéro 5. Je suis André Gélineau, puis j'ai le privilège de diriger la discussion, l'expérience qui est le CabLab. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, en fait, le CabLab, c'est un diminutif de cabaret et laboratoire. Le CabLab, c'est une initiative du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Puis en fait, les visées de ça, c'est de provoquer une rencontre qu'on peut qualifier d'improbable, mais de toujours jouissive entre le milieu du savoir et celui des arts. Le mot cabaret implique qu'il y ait du public. Malheureusement, dans le contexte actuel, par rapport à la COVID, c'était pas possible. On a choisi quand même de réaliser ce CabLab-ci. Donc, tout au long de la diffusion du CabLab, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à les écrire. Nous, par la suite, à la fin de la diffusion de notre rencontre, de cette discussion-ci, on va prendre le temps de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre les observations que vous faites, les questionnements que vous avez ou les commentaires que vous souhaitez nous partager. Le CabLab, c'est un prétexte pour qu'il y ait une rencontre entre un savant, un artiste, puis que de cette rencontre-là naisse une performance, une collaboration autour d'un même profit, parce qu'on prend le parti que forcément, savoir et art finissent par s'influencer. Le CabLab auquel vous assisterez aujourd'hui, c'est le fruit d'une vingtaine d'heures de rencontres, de discussions entre Johanna Szelkowska, qui est une artiste estrienne émérite en arts visuels, et Mathieu Petit, professeur agrégé au département de pédagogie de l'Université de Sherbrooke. Alors, on se tourne vers eux. Bonjour Mathieu, bonjour Johanna. Allô André. Ça va bien? Bonjour André. Je suis content de vous retrouver avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'ai envie qu'on s'amuse un peu avec l'idée des présentations. Plutôt que de vous demander de vous présenter vous-même formellement, j'ai envie que vous vous présentiez mutuellement. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Johanna? Qu'est-ce que tu as découvert d'intéressant sur Johanna? Parfait. Donc, je vous présente Johanna Szelkowska. Je le dis comme il faut? Szelkowska. Parfait. Je ne le répéterai pas. Donc, artiste en art visuel, dans le fond, une fille de Sherbrooke, une fille dont le parcours a commencé, dans le fond, compte un baccalauréat en dessin et en peinture fait à l'Université Concordia. Par la suite, formation poursuivie un peu plus tard à Sherbrooke avec un diplôme de deuxième cycle en pratique en art actuel, qui lui a permis de prendre un peu de recul par rapport à sa pratique, puis aussi d'amener peut-être un discours autour de son travail comme artiste. Donc, Johanna travaille la peinture, travaille le dessin, et le dessin l'a amené aussi à faire des animations. On pourrait dire que le dessin est vraiment au cœur de son identité d'artiste. Donc, je pense que je l'ai déjà dit, mais vraiment une fille de Sherbrooke, dans le fond, originaire, les parents originaires de la Pologne. Je pense que tu es né en Algérie. Et puis, on retrouve ça là, quand on lit la documentation sur Johanna. Puis je pense que c'est important de savoir du fait que cette espèce de dualité identitaire-là peut se retrouver dans son travail ou amène un angle de lecture de ses œuvres. Puis je crois que tu l'évoquais un peu que les gens de la Pologne, les Polonais sont des grands travaillants, puis des gens avec un humour parfois un peu noir, un peu caustique. Donc, cet angle-là aussi, on peut le voir dans ton travail. Donc, j'ai parlé de tes parents, puis tout l'aspect de famille aussi est très important pour toi. Donc, près de ton clan, tes enfants, ton conjoint, mais aussi tes parents, tes frères et sœurs. Et puis également, il faut savoir que tu as un frère jumeau. Ça s'invite parfois peut-être dans ton travail, puis ça te rajoute peut-être une couche de dualité identitaire d'une certaine façon. Peut-être en termes de thèmes que j'ai peut-être noté dans mes lectures sur toi, mais aussi dans qu'est-ce que j'ai pu voir, toute l'idée de l'accumulation, parfois beaucoup de petits objets, de formes qui se récupèrent, dans le fond, pas qui se récupèrent, mais qui s'accumulent. L'idée aussi des espaces qui sont explorés, autant espaces intérieurs, extérieurs, puis l'idée des frontières entre ces espaces-là. Justement, dans le fond, l'idée de passer de quelque chose de plus personnel, je parlais justement de ta situation familiale, vers quelque chose de plus universel. Dans le fond, je pense qu'on s'y perd un peu par l'abstraction, parce que c'est de l'art abstrait que tu fais. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? J'ai peut-être deux choses qui me permettent que j'avais notées, dans le fond, pour peut-être bien présenter Johanna. C'est l'idée que
ben, je trouve que souvent, il y a des artistes qui compensent peut-être un talent limité par une grande façon de se diffuser avec tous les réseaux sociaux disponibles aujourd'hui. C'est vraiment pas le cas de Ioana. Donc, je trouve que quand on est en contact avec ses œuvres, avec son travail, on est impressionné par le talent et par les qualités de ce qu'elle fait. Puis, autre élément dans la lecture des descriptifs des œuvres de Ioana, parfois, je trouve qu'il y a un grand discours fleuve. Des fois, quand on rentre dans une salle d'expo, on lit beaucoup. Puis quand on est face aux œuvres, on est toujours... on reste un peu sur notre faim. Je trouve pas que c'est le cas avec toi. Donc, c'est vraiment une rencontre qui est pas nouvelle pour moi parce que il y a quelques années, j'ai acheté une œuvre de Ioana. Je peux peut-être vous la montrer tantôt. Tout de suite? Ouais? OK. Est-ce que tu savais, Ioana, que Mathieu avait une œuvre de toi à la maison? Oui, mais je pensais pas qu'elle allait l'amener. Ah oui? Fait que c'est une petite œuvre qui est toute petite, peut-être à l'ampleur de mon budget de l'époque, mais mais c'est une œuvre qui a une place super importante chez nous, que moi et ma conjointe, c'est une des œuvres qu'on apprécie les deux grandement. Donc, pour toi, c'était peut-être une œuvre parmi d'autres, mais pour nous, elle a vraiment trouvé une place chez nous. Fait que merci pour ça. Puis c'est vraiment l'idée, c'est ça. Donc, on se retrouve dans cette occasion-ci, puis c'est vraiment très agréable. Ouais. Tes réactions sur la présentation de Mathieu à ton égard, Ioana? Ben, tout d'abord, je suis super flattée. C'est vraiment gentil. Vraiment une belle présentation. Je te remercie beaucoup, Mathieu. Puis, oui, j'avais rencontré, moi, Mathieu Petit à l'occasion d'une de mes expositions. En fait, c'était la première exposition que j'avais eue à Sherbrooke. C'était à la Nef, où j'exposais une série de peintures faites à la détrempe. Donc, c'est une technique qui mélange pigment et l'œuf. Puis, Mathieu avait choisi une toute petite peinture qui pour moi, m'apparaissait comme une esquisse, mais pour lui, a de l'importance, ça a de l'air. Mais je suis très contente. Puis c'est ça, en fait, cette exposition-là, c'était il y a 12 ans. Donc ensuite, j'ai pas revu Mathieu pendant 12 ans, puis j'ai pu le rencontrer à l'occasion dans le contexte du cabaret laboratoire. Puis pour vous décrire Mathieu, au point de vue personnel, je dirais que Mathieu est une personne très sympathique, qui est facile d'accès, qui aime les gens, qui est optimiste, qui est vraiment très approchable. C'est un gars qui aime l'art, il affectionne l'art beaucoup. Il collectionne l'art, il possède des œuvres. En fait, j'ai appris récemment qu'il collectionne aussi la musique. Il collectionne le vinyle, puis la bande dessinée. Et Mathieu, c'est un gars très sociable, mais il y a un petit côté réservé aussi, que j'avais oublié de dire. Au point de vue académique, Mathieu détient un baccalauréat en mathématiques, en fait en enseignement des maths. Puis ensuite, il a fait une maîtrise en didactique des maths. Puis plus précisément, il s'est penché sur l'enseignement des nombres irrationnels. Puis pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est quoi les nombres irrationnels? Ce sont les chiffres comme 3,1416, 1416 à l'infini. Donc c'est les chiffres après la virgule qui sont infinis. C'est juste, Mathieu? Ben, je ne veux pas rentrer dans le détail, là, mais c'est parfait. Ben, en gros, c'est pour vous dire que Mathieu il s'intéresse au concept abstrait depuis longtemps. Au doctorat, ses travaux de recherche l'ont amené à s'intéresser à la place du numérique en pédagogie. Il s'est aussi intéressé à l'accompagnement des stagiaires à distance. Donc, pour vous illustrer un peu à quoi ça peut ressembler, c'est les stagiaires, nos futurs professeurs. Ils enseignent devant leur groupe d'élèves et ils se filment en même temps d'enseigner. Puis ensuite, ces vidéos-là sont envoyées à leur superviseur. Donc, c'est ça. Mathieu s'intéresse au concept de présence à distance. Puis ça a piqué ma curiosité parce que il y a quelque chose de contradictoire dans la présence à distance. Par exemple, tu sais, je peux être en présence réelle avec quelqu'un, par exemple avec mon mari, que je vois tous les jours, je suis à côté de lui, vraiment proche, mais je peux sentir une très grande distance qui nous sépare. À l'inverse, je peux être en train de communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète via Internet, puis me sentir très proche de cette personne-là. Donc, l'idée de présence à distance, c'est une notion qui
qui est élastique, qui peut être ouverte puis fermée. Puis, dans les recherches de Mathieu, lui, il cherche vraiment à confronter la pratique et la théorie. Il réfléchit vraiment sur la bonne utilisation du numérique. La crise actuelle dans laquelle nous vivons, en fait, causée par la COVID-19, qui nous force de prendre distance les uns des autres, toutes les institutions scolaires au niveau collégial, universitaire, même secondaire, ils sont toutes dans des pourparlers pour que en septembre prochain, on fasse les cours à distance, les superviseurs aussi soient supervisés, les stagiaires soient supervisés à distance plutôt. Donc, toutes les recherches à Mathieu, ils ont toute leur pertinence maintenant. En fait, on était déjà dans le numérique, mais là, le contexte actuel accélère sa pertinence. Mais là, il ne faut pas croire que Mathieu, il prône le numérique à tout prix, le numérique. Vraiment, il réfléchit sur la bonne utilisation du numérique. Puis, aussi, il faut savoir que Mathieu, il aime vraiment la présence réelle. Il aime être en présence réelle des gens, aller à la rencontre des gens. Une des choses qu'il aime le plus faire, c'est aller travailler dans des cafés. Puis il y a rien de, c'est vrai, alors, il y a rien de mieux qu'aller travailler dans un café pour rencontrer des gens, discuter avec des gens. Puis la présence à distance remplacera jamais la présence réelle. Voilà. C'est gros, c'est bien. Et on se rend compte finalement que déjà dans vos présentations, il y a quelques points qui vous relient. Cet amour-là, de l'abstraction, dans ton art, dans ton étude, la pratique, de l'enseignement des mathématiques, ce rapport-là, de la distance, le travail sur les pièces. Est-ce que tu es d'accord avec la présentation qu'a fait Johanna de toi? Ben, super. Mais comme professeur, des fois, on voit toujours les éléments à questionner et tout ça, mais moi, je suis dans un lâcher-prise, d'une certaine façon. Il faut que j'apprenne, justement, à ne pas être toujours dans l'idée de « Ah, peut-être ci, peut-être ça ». Donc, moi, je suis vraiment enthousiaste de ça, puis ça me touche beaucoup que tu parles depuis le début, parce qu'effectivement, j'ai comme pas un parcours très uniligne. Donc, tu l'as très bien résumé, j'apprécie grandement. Ouais. Ben, merci encore pour vos présentations inspirantes et inspirées. J'ai envie qu'on discute ensemble de nos perceptions communes sur vos pratiques mutuelles. En fait, comme humains, ben, on est fait comme ça. On a une propension à juger ce qui nous est inconnu. Puis cette propension-là à juger ce qui est inconnu ben, est parfois nécessaire. C'est peut-être même dans notre instinct de survie. Par notre éducation, nos expériences antérieures, on porte un bagage de conceptions qui sont appelées à être modifiées à la rencontre de l'autre. J'ai envie qu'on parle de vos préjugés communs sur le métier de l'autre, sur la pratique de l'autre. Johanna, je t'envoie d'abord la balle sur l'idée du chercheur. Pour toi, le chercheur, tu as déjà des conceptions qui sont somme toute là parce que quelqu'un de ta famille pratiquait ce métier-là, était chercheur. Qu'est-ce que tu as comme perception sur l'idée du chercheur? Oui, ben, tout d'abord, j'affectionne beaucoup le travail des chercheurs, des savants. Mon propre père est un physicien, donc j'admire beaucoup ce travail. Mais l'image que je me fais, si tu me demandes une caricature, là, oui. Je m'imagine quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, qui porte des lunettes, qui est un peu assez introverti, qui se soucie pas trop de son habit vestimentaire, qui est très replié un peu sur lui-même, ben, sur ses concepts. Il se comprend lui-même, il comprend ses idées abstraites. Puis lui, puis ses collègues, ils se comprennent. Fait que c'est la caricature que je me fais, c'est une espèce de personnage un peu mésadapté socialement. Un peu à la professeure Tournesol. Son monde est fort. Ouais. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Est-ce que ça correspond quand même à une certaine image de ce que tu peux côtoyer comme chercheur autour de toi? Ben, de moins en moins, je dirais. J'ai l'impression que peut-être que j'avais aussi cette impression-là jadis, je sais pas. Mais pour être dans ce milieu-là, c'est sûr qu'il y a des professeurs qui sont plus dans les concepts théoriques, mais quand je pense à mes collègues autour de moi, c'est vraiment des gens qui sont habitués à travailler avec les autres. Puis en éducation, je pense qu'il y a un volet où on n'a pas le choix de travailler avec les autres, avec les milieux scolaires. C'est très rare maintenant que les gens qui font des projets de recherche vraiment seuls dans son bureau. Donc, est-ce que ce serait juste de dire que votre laboratoire devient un peu la classe
ou vous l'interprétez peut-être pas de cette façon-là? Ben, pour bien des chercheurs en éducation, effectivement, c'est connecté à la classe, pas tout le monde, mais l'idée, cette ouverture vers la collectivité, elle est importante. Puis de plus en plus, un projet de recherche, il faut penser à la façon dont on va le diffuser. Donc, si nos utilisateurs de connaissances sont les enseignants, les conseillers pédagogiques, donc il faut s'adresser à eux, il faut les impliquer souvent dès le départ. Donc, il y a des modèles de recherche où on implique les gens dès le départ pour justement que la recherche soit parlante autant pour les chercheurs que pour les milieux. Donc, ce côté collaboratif est super important en recherche en éducation, entre autres. La partie chercheur est une partie importante de l'emploi du temps de Mathieu. Sinon, Mathieu, c'est aussi un pédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne. Quelle est ta perception du pédagogue, de l'enseignant, du professeur, en fait? En fait, j'ai une autre caricature. Là. En fait, j'ai une autre image qui me vient à l'esprit quand je pense à la transmission du savoir. J'ai l'image de 2 vases. Un qui serait plein, puis l'autre qui serait vide. Celui qui est plein, c'est celui qui a le savoir, puis celui qui est vide, c'est celui qui ne sait pas, donc l'élève. Donc, le professeur transmet son savoir dans le vase qui est vide, l'espèce d'ignorant. Donc, il y a une espèce de dualité entre savoir et ignorant. Puis, quand je pense au pédagogue, juste le terme pédagogue, j'ai l'idée de quelqu'un qui élève des chiens, tu sais. Donc, c'est un peu le savant qui s'adresse à l'ignorant puis qui lui transmet « voici la connaissance ». Mais j'y perçois un peu comme une espèce de caste supérieure de la société. Une relation de pouvoir? Oui, une relation de pouvoir, des intouchables, tu sais, où on le sait, on est des professeurs. Mais en même temps, j'ai beaucoup de respect envers les professeurs. J'ai une mère ma mère aussi était professeure aussi de philologie. Mais on a ce cliché-là parfois, hein, le professeur, c'est celui qui a toujours raison, qui détient la vérité. C'est quoi ton regard là-dessus, Mathieu, sur cette description-là, très caricaturale, mais en même temps très drôle et un peu sympathique? Effectivement, là, moi, ça me donne la chair de poule d'entendre ça. Mais en même temps, ce cliché-là, il part de certaines expériences qu'on a comme apprenants, j'imagine. Donc, puis même l'idée du pédagogue expert qui donne un spectacle à l'avant, un excellent orateur, on peut aimer ça aussi comme étudiant, dans le fond, être passif en classe, écouter la personne parler. Puis il peut y avoir quelque chose de bien aussi, ça peut nous passionner pour un sujet. Mais comme pédagogue, on veut faire apprendre. Donc c'est quoi un bon pédagogue? Moi, je portais à dire c'est quelqu'un qui va miser sur des pédagogies plus actives, qui va impliquer davantage les étudiants. Donc, qui va se soucier de leur apprentissage, pas juste en prévision d'un examen en fin de parcours, mais des apprentissages à plus long terme. Peut-être l'image que j'ai donnée, c'est une image traditionnelle de l'enseignant, tu sais, d'un cours magistral qui est donné à un groupe d'élèves, tu sais. Mais c'est une image quand même, je crois, qui colle. Puis je pense que c'est à nous, comme pédagogues, comme formateurs, à réfléchir justement à notre façon d'enseigner. Puis dans le fond, la pédagogie, c'est pas juste les gens qui font de la recherche en pédagogie qui l'apportent. Donc c'est tous les formateurs, on a à se questionner sur notre façon d'enseigner. Puis justement, donc... On a ce préjugé-là d'un bon pédagogue qui offre un bon spectacle, qui est presque une rockstar devant la classe, qui fait vivre par procuration presque à travers ce qu'il va donner comme information, ça devient un spectacle. J'ai ce cliché-là de Robin Williams dans Dead Poets Society, qui a forgé une génération de profs à monter sur son bureau puis à gueuler de grandes vérités ou de grandes philosophies à leurs élèves. C'est quoi ta perception de ça? La posture du pédagogue expert, elle est importante. Donc, il faut bien maîtriser son sujet. Puis parfois, on est porté à faire une espèce de dichotomie entre l'expert et justement le pédagogue qui est capable de prendre un peu de recul puis miser un peu plus sur l'apprentissage collaboratif par les pairs. Donc, l'idée, c'est on a besoin de notre expertise pour bien faire apprendre les étudiants dans un contexte de co-apprentissage puis de communauté d'apprentissage. Donc, ça prend un juste milieu. Puis je crois comme pédagogue, il faut se questionner justement quelle place on accorde aux étudiants dans notre contexte d'apprentissage. Puis le contexte je ramène ça un peu à mes travaux, la formation à distance confronte beaucoup les pédagogues, parce que dans le fond, les enseignants, parce que dans le fond, quand on est habitué à avoir une posture très transmissive, quand on prend notre cours puis on donne notre cours à distance, cette posture-là a beaucoup de misère à faire le passage. Donc, quand on a des pédagogies, au contraire, plus collaboratives, basées sur des projets, de la résolution de problèmes, le passage vers la formation à distance se fait beaucoup mieux. Donc, la situation qu'on vit en ce moment confronte beaucoup les pédagogues, les enseignants avec leur pédagogie, puis
c'est quelque chose de bien qu'on va retirer de ça. C'est peut-être justement cette réflexion-là sur notre posture d'enseignant. Comme tu l'as dit plus tôt, autant pour l'enseignement secondaire, collégial et universitaire. Bien, merci beaucoup. Johanna nous a parlé de ton amour de l'art. Tu es quelqu'un qui collectionne des vinyles, tu es quelqu'un qui visite des galeries, tu es quelqu'un qui s'intéresse à l'art. J'imagine que tu as quand même des perceptions quant à l'artiste typique. Comment tu le vois? Comment tu le décrirais? C'est quoi tes préjugés de ce métier-là? Bon, premier, je tiens à dire que j'ai énormément de respect pour les artistes. J'ai beaucoup d'amis qui sont artistes de différents ordres. Puis je suis fasciné par ça, assurément. Mais moi, j'aurais pas pu être artiste, je crois, du fait qu'il y a une espèce d'insécurité, je crois, à ce statut-là, à cette voie-là professionnelle. Et quand tu parles d'insécurité financière ou Pas nécessairement financière, juste le fait d'être un peu dépendant un peu du regard de l'autre, de l'appréciation des autres. Ça m'apporterait une grande insécurité. Donc oui, il y a de l'insécurité peut-être financière, mais pour moi, elle est plus comme en ce moment, beaucoup d'artistes qui se retrouvent sans boulot, qui ne peuvent pas monter un spectacle. Donc, ce genre de rapport à l'autre, moi, me questionne beaucoup. Puis il y a aussi peut-être un autre petit volet un peu, ça revient un peu à la même idée on dépend du regard des autres. Donc, l'artiste aime beaucoup le regard des autres. Donc, il y a des gens d'artistes peut-être un peu égocentriques, donc qui pensent beaucoup à eux, à leur parcours. Puis justement, ils font les choses pour l'appréciation d'un public. Fait que ce côté-là peut-être m'agace un petit peu. L'artiste égocentrique c'est ça, son univers tourne un peu autour de lui. Ouais. Est-ce que pour toi, Johanna, Mathieu a raison, est-ce que les artistes sont tous un peu narcissiques? Je pense qu'il faut défaire ces préjugés-là, ces clichés-là, il faut vraiment le défaire. Tu sais, c'est vrai que dans mon imaginaire, là, l'image de l'artiste, ce que j'ai souvent, c'est un personnage assez trash ou un personnage qui a beaucoup d'aura. Je pense à Andy Warhol, l'image à touffe blonde avec des lunettes fumées, très glamour, qui flash, tu sais. Mais c'est vrai que les personnes qui ont marqué l'histoire de l'art, c'est des personnages assez colorés. Mais c'est aussi leurs travaux, leur travail qui ont vraiment fait avancer les choses. Disons, si je reviens à Andy Warhol, il a créé des images fortes. Là, il a créé l'image de la soupe Campbell à répéter inlassablement, infiniment, je veux dire. Puis ça reproduisait exactement notre société de consommation. Puis l'art, il vous cherche à refléter notre monde, réfléchir sur notre monde aussi. Puis aussi, si tu penses à ça, s'il n'y avait pas d'art, si tu enlevais la musique, par exemple, si tu enlevais l'architecture, si on habitait tous dans des bunkers, la vie serait triste. Tu sais, souvent, je pense que c'est le travail d'artiste qui est très... il est un peu mal vu encore. Il est mal vu dans notre société, c'est mal vu. Tu sais, par exemple, si on demande à un artiste de parler, à un scientifique de parler, à un prêtre de parler, c'est qui va être écouté? C'est souvent le scientifique. Maintenant, c'est la science qui est importante. Mais puis, tu sais, au niveau de la reconnaissance, je pense ça s'applique dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on a besoin de reconnaissance, du regard de l'autre. Toi aussi, Mathieu, quand tu fais de la recherche, tu as besoin du regard de tes pairs, tu as besoin d'être approuvé de tes pairs pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir avoir des subventions, du financement. Puis, par rapport sur le point de la précarité, je reviendrai à ça. Je pense que, tu sais, si tu décides d'être un artiste, c'est vraiment... c'est une nécessité, c'est un choix de vie. Parce que c'est sûr que si tu décides de faire ça, tu choisis la précarité, tu choisis de pas nécessairement être riche, tu choisis de faire des petits jobs à côté, soit au salaire minimum, soit d'enseigner. Est-ce que de savoir se vendre, ou en fait d'avoir une personnalité plus flamboyante, dans le milieu des arts visuels, entre autres, peut aider à soutenir une pratique plus activement, à peut-être vivre de façon moins précaire? As-tu l'impression que de savoir vendre son travail est maintenant nécessaire dans la façon de pouvoir vivre de ton art? Ben, je pense que oui, j'en suis convaincue.
en fait, si l'artiste ne se montre pas, s'il ne montre pas aux gens qu'il existe, personne ne va remarquer son travail. Fait qu'il n'y a pas le choix d'être visible sur Internet. Maintenant, il faut que tu aies un site, il faut que tu feeds, tu nourrisses tes réseaux sociaux, il faut que tu parles de toi, c'est sûr. À travers nos rencontres, il y a été beaucoup question de lieux. J'ai envie qu'on fasse le même exercice de préjugés qu'on peut avoir, mais que maintenant on se ramène au lieu où vous travaillez, c'est-à-dire ton bureau à l'Université Mathieu, ton atelier, l'endroit où tu crées Yoanna. On commence avec toi, Yoanna. Comment t'imagines le bureau de Mathieu? L'espace de travail de Monsieur Petit, l'endroit où à la fois il est dans ses recherches, sa préparation de cours, bref, son bureau à l'université. Donc moi, je m'imagine un espace, un peu un espace comme sans âme, un non-lieu, un espace qui pourrait ressembler à une salle d'hôpital presque. Il y a des néons, il y a des fenêtres. Je m'imagine une salle avec des gros bureaux massifs, qui sont plusieurs à faire de la recherche. Des bureaux massifs là, comme en mélamine, plaqués, mélamine avec faux bois, avec des ordinateurs. Ils sont comme 3-4 personnes. Ils se partager le même espace. Ils se partagent le même espace. C'est un espace très silencieux, je dirais. Tout le monde travaille. Il y aurait une petite cuisine à côté où ils pourraient aller se faire un thé ou un café. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres? Est-ce qu'il y a beaucoup de papier? Je m'imagine, il doit y avoir quelques bibliothèques. Au moins une bibliothèque encore en mélamine plaquée bois, avec des livres, mais pas beaucoup, puisqu'on est dans l'ère numérique, alors il y a très peu de livres. Devant le bureau à Mathieu, il y a une chaise confortable en cuir rembourrée qui est ajustée par l'ergonome au moins une fois par année, je dirais. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que Mathieu a des traces d'éléments de sa vie personnelle dans son bureau? Non, je dirais qu'il y a... non, pas de sa vie personnelle. Non. Est-ce que c'est un espace où il peut accueillir les gens? Non, c'est un endroit assez impersonnel, je dirais. Parfait. Mathieu, je tends la perche. Est-ce que Yoanna a bien décrit ton bureau / chambre d'hôpital? Ouais, c'est ça. Il y a des éléments qu'elle a juste, là, mais j'ai l'impression que mon espace de bureau est quand même assez convivial. Entre autres, une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé à l'Université de Sherbrooke, j'ai emprunté des œuvres de la galerie d'art, dans le fond, de la réserve d'œuvres d'art de l'université. Donc, j'ai différentes œuvres dans mon environnement de travail. J'ai un bureau individuel aussi, un bureau à moi. Au-dessus de mon ordinateur, il y a une œuvre d'Henri Sachs, qui est comme un peu une œuvre immersive, abstraite. Dans le fond, face à mon ordi, je l'ai au-dessus de moi, donc ça m'aide. J'ai l'impression que ça m'aide à réfléchir, d'être face à cette œuvre-là. Dans un autre coin, j'ai un diptyque de son nom, Michel Garneau, qui est un artiste qui a le même nom qu'un politicien, mais c'est un artiste que moi que j'apprécie beaucoup. C'est Marc Garneau ou Michel Garneau? J'ai-tu dit Michel Garneau? Oui, Michel Garneau. Marc Garneau. Marc Garneau, oui. Michel Garneau, autre personne. Oui. Ouais. Donc, Marc Garneau. Puis, c'est une œuvre, un peu des matériaux rough, comme récupérés, travaillés, brûlés. Donc, il y a une espèce d'impression intéressante qui se dégage de ça. Puis, elle est face à ma table de travail quand je reçois des étudiants ou des collègues. Donc, ça amène aussi une ambiance pour ça. Puis derrière moi, on travaille beaucoup en visio puis en webconférence. Donc, derrière moi, j'ai une photographie, puis une intervention de Marc Séguin sur la photographie, où c'est comme une femme qui est face à un livre, puis il y a comme une espèce de flamme qui sort de sa tête. On ne sait pas trop si elle descend ou si elle sort. Je trouve que ça évoque un peu justement l'apprentissage ou la réflexion. Donc, quand je suis en visio, donc moi je suis là, puis derrière moi, il y a cette image-là. J'ai un grand souci de l'environnement, même dans ma visio, c'est niaiseux, là, mais... puis oui, on voit un peu les bibliothèques, mais j'ai pas la bibliothèque la plus chargée parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'éléments numériques. Je pense que tu évoquais les traces familiales de ma famille. J'ai des photos, mais sont juste, c'est moi qui les vois. C'est pas pour montrer aux gens qui viennent dans le vendeur de char qui veut témoigner à ses clients qu'il a une famille. Exactement, je veux pas montrer à mes étudiants que je suis une famille heureuse. J'ai une famille heureuse, mais c'est personnel. Est-ce que c'est un espace où tu peux accueillir des gens?
Ouais, j'ai un petit espace pour accueillir des collègues. Puis justement, c'est ça, on est beaucoup dans le travail où là, on va devoir se réfléchir un peu à comment faire les choses autrement. C'est sûr qu'on est beaucoup dans le visio, mais effectivement, dans le corridor, la porte est ouverte, les gens rentrent, on discute, les projets se font en allant dans le bureau de l'autre. La vraie question, as-tu une chaise confortable en cuir ergonomique? Elle est pas en cuir, elle est ergonomique. J'ai même eu quelqu'un qui est venu à un moment donné l'ajuster pour moi, mais je pense qu'elle s'est débalancée depuis, donc je suis pas très ergonomique, mais la chaise l'est, évidemment. J'ai un étrange rapport à la lumière aussi. Dans le fond, mes fenêtres donnent un peu comme ici, vers le nord, parce que j'ai même attendu d'avoir un bureau avec cette orientation-là, parce que je sais que la lumière est bien importante comme artiste, mais moi, je voulais pas avoir la lumière directement dans mon bureau. Je crois que c'est ça, un petit caprice. Finalement, je suis peut-être un artiste parce que j'ai des petits caprices de rockstar aussi, là, donc pas de lumière directe sur mon espace de travail. Puis j'adore mon espace de travail pour ces multiples raisons. La présence de l'art, la lumière, l'espace. À ton tour de jouer le jeu, Mathieu, comment tu imagines l'atelier de Ioana? Ben, j'imaginais un espace en milieu rural, tu sais, à l'extérieur de Sherbrooke. Du fait que j'imaginais bien Ioana travailler entourée de nature, avec des arbres. Je voyais un ancien édifice industriel réaménagé en studio d'artistes avec des grandes fenêtres qui permettaient d'entendre les oiseaux. Puis j'imaginais bien différentes stations, tu sais, différents espaces, parce que je sais que Ioana travaille le dessin, la peinture, l'animation. Fait que j'imaginais différents espaces selon les différents projets. Puis pas nécessairement l'espace le mieux rangé. Tu sais, je voyais un peu des traces, tu sais, des miettes de fusain où, dans le fond, on voit un peu les traces des œuvres précédentes. J'imaginais aussi un petit espace ordinateur, bureau, pour gérer toutes les connexions, puis les relations qui sont indissociables du travail de l'artiste. J'imaginais aussi des petites photos de ta famille autour de l'ordinateur, justement dans l'espace de travail avec photos de mari et enfants. Est-ce que c'est un espace ouvert à soi, déjà? Ben, la sachant assez, peut-être pas timide, là, mais quand même réservée, j'imaginais que non. Je pense qu'elle préférait que les gens ne viennent pas dans l'atelier, que c'était son espace à elle. Même les enfants, la famille, non, c'est vraiment son espace de travail professionnel. Je me tourne vers toi, Ioana. Est-ce que l'espace correspond à ton atelier? Est-ce que c'est un portrait assez juste de l'endroit où tu crées? Ben, je dirais moitié-moitié. Tout d'abord, je travaille pas à la campagne. Je suis vraiment au centre-ville de Sherbrooke. Je travaille dans un bâtiment qui est presque dans un stationnement. Fait que j'entends les autos qui entrent. Il y a des gars aussi qui ont un garage juste en dessous. Fait que j'entends les portes de garage, les gars qui rentrent du travail, qui prennent leur pause. Donc, je suis vraiment dans la ville. Quand je rentre dans l'atelier, il y a des fenêtres qui ont une pellicule semi-givrée. Donc, ça me donne vraiment l'impression d'être un peu comme sur un vaisseau spatial. Il n'y a pas de temps qui passe. Je suis comme nulle part. Puis, au niveau de l'atelier, tu avais vu juste, Mathieu, c'est que j'ai plusieurs postes de travail. Donc, j'ai un poste de travail pour le dessin animé avec les spots, la lumière, la caméra au-dessus de la table de travail. J'ai une table avec... puis là, je change les projets. Soit je fais du collage, soit je fais du dessin, puis qui est orienté vers une fenêtre aussi. Ensuite, au fond de la pièce, j'ai une espèce d'espace qui est plus sale, où je mets des cartons par terre, où c'est là où je fais de la peinture, du dessin, où je travaille sur les murs. Donc, je ne travaille pas sur des chevalets, je travaille directement au mur. Puis des fois, je déplace mes dessins, mes peintures par terre, sur une table. Donc, je les change de place tout le temps. Puis, j'ai un autre mur qui est propre, que je garde propre pour faire des sessions de photographie. Puis, tu t'es trompé au niveau de l'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur dans mon atelier. Souvent, j'y pense là, d'avoir un ordi, mais je veux vraiment que ça reste un espace d'atelier où est-ce que c'est sale, donc où je travaille manuellement. Je pense que je serais trop tentée d'aller flâner sur Internet, là.
Mais l'ordinateur, je le garde à la maison. Donc, tout ce qui est travail de post-production pour le dessin animé, je le fais à la maison. Donc, souvent, je divise mes journées entre travail de bureau, travail d'atelier. Au niveau des photos, il n'y a pas de photos de ma famille. J'ai cette concept-là que je vois mes enfants, puis mon mari, puis ma famille tous les jours. Donc, je juge que ce n'est pas nécessaire d'avoir une photo d'eux. Donc, voilà. Ben, je trouve que le lieu a quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. Ça fait partie de beaucoup des discussions communes. La présence, la non-présence, comment pallier parfois à la distance, le rapport aussi de l'évocation des lieux à travers ton travail, à travers tes œuvres, ton regard sur la présence dans un lieu, dans une classe ou non, la façon de pouvoir enseigner quand même ou avoir un rapport pédagogique, un rapport avec des futurs enseignants et des apprenants à travers cette distance-là. Ça a teinté vos discussions. Et la performance commune, ce que vous avez choisi comme alliage des deux est aussi teinté de ça. Avant qu'on présente la captation de cet alliage-là, de cette visite-là dont il est question, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce qui vous a mené à ça et quel mécanisme vous avez choisi de mettre en place au profit de cette performance-là. Mathieu, si tu veux commencer par nous parler un peu du mécanisme qu'on retrouvera dans la performance, l'alliage. Ben, ces temps-ci, dans la dernière année, je me suis beaucoup intéressé au concept de téléprésence. Donc oui, des fois, on parle du sentiment de présence, mais avec l'aide du numérique, on peut créer une espèce d'espace où on a l'impression, dans le fond, de se réunir. Donc, la personne, dans ce cas-ci, dans le fond, dans mes travaux, c'est souvent le superviseur de stage, grâce au numérique, peut être réuni avec la personne stagiaire malgré les distances. Donc, il y a un petit dispositif qui est un petit robot qui s'appelle Swivel, sur lequel on peut mettre une tablette ou un téléphone qui permet de capter l'audio et le mouvement de la personne stagiaire accompagnée à distance dans une salle de classe ou dans d'autres lieux. Donc là, l'idée, c'était de faire une visite d'atelier accompagnée à distance, mais d'inverser les rôles. Donc, moi, je suis habituellement la personne qui accompagne à distance, qui peut être téléprésente malgré la distance. Donc là, qu'est-ce qui a été proposé, c'est que Johanna accompagne ma visite de son atelier. Et Johanna, qu'est-ce que tu as choisi de mettre en place dans l'atelier pour la visite de Mathieu? Pour la visite virtuelle de mon atelier, Mathieu va voir quatre stations. La première, c'est une projection d'un dessin animé. La deuxième, c'est une table avec des collages. La troisième, c'est une table de travail où là, j'ai réalisé le dessin animé. Puis ensuite, la dernière station, ça va être un mur où il y aura deux dessins qui ont été faits avant la réalisation du dessin animé. Et voilà, c'est tout. Merci. Donc, on assiste à cette présentation-là, cette performance-là. Bonjour Mathieu. Salut! Comment ça va? Ça va bien. Avance-toi vers le mur, là où tu vois la projection. OK. Place-toi devant la projection. Et qu'est-ce que tu vois? Recule-toi un peu. Je vois des cercles, des ronds, mais un peu comme des lumières, comme peut-être aussi des yeux. Qu'est-ce que tu vois en deuxième? Dis-moi les trois premières choses que tu vois. La forme me fait penser un peu à un iris dans un œil. Puis peut-être l'espèce de mouvement de va-et-vient me fait penser aussi peut-être à un battement de cœur, une espèce de pulsation. Puis il y a quelque chose d'un peu aussi organique, là. Je sais pas trop, je pense à des feuilles aussi. À une respiration aussi. Ouais. Ensuite, déplace-toi vers la table où est-ce qu'il y a une planche de maçonnette. Celle-ci? Tu vas voir, il y a des collages dessus. Est-ce que je peux feuilleter? Tu peux feuilleter, mais malheureusement, moi, je peux pas te voir feuilleter. Mais
vas-y, ouvre les portfolios et tourne les pages. Donc, qu'est-ce que tu vois? Ben là aussi, il y a des organes. Donc, à travers des images avec... Il y a beaucoup d'aspects géométriques. Il y a du mouvement dans le fait que même si c'est fixe, il y a un petit effet suranné avec des photos ou des images d'époque. Est-ce que tu veux que j'en choisisse une? Oui, j'aimerais que tu choisisses un collage et que tu me le montres. Je vais essayer de... En fait, choisis celui qui te parle le plus. Eh ben, j'ai pas tout feuilleté, mais... Celle-ci? Et pourquoi? Ben... Je pense que j'avais parlé de l'image dans mon bureau où il y a comme une espèce d'intervention sur une photo d'une fille avec une espèce de flamme, un peu comme si c'était l'apprentissage ou la pensée. Là, je vois un peu, peut-être pas le côté immatériel, mais le côté organe, un peu cerveau à l'intérieur de la personne qui est représentée par je sais pas quoi. Oui, en fait, c'est une testicule. En fait, son visage est remplacé par une testicule. Très sympathique. C'est un hasard. Puis je sais pas trop la représentation de la table. Ben ça me questionne. Une espèce de t'as une personne, mais en même temps t'as une table où il y a deux personnes qui se font face. Donc il y a une espèce de dualité intéressante aussi là. Ensuite, Mathieu, je t'inviterais à aller à la table là où il y a la caméra. Ici? Ouais, je suis là. Il y a une caméra au-dessus d'une table de travail avec des spots de lumière. Et là, cette table-là, c'est la table là où j'ai réalisé le dessin animé qui est projeté au mur. OK. En voyant la table de travail, quelle question te poses-tu? Ben là, j'ai juste vu un petit extrait du film, mais je vois un peu l'ampleur du travail. C'est comme une espèce d'accès un peu derrière la scène, en quelque sorte, là, un peu pour comprendre un peu les rouages de création. Là, je vois des espèces de piles de dessins. Est-ce que je peux fouiller là-dedans? Oui, je Ioana? t'inviterai à fouiller dans les paquets de feuilles. Oui. Donc, je vois des espèces de thèmes. Tu sais, j'imagine que tu as fonctionné par étapes avec différentes thématiques. J'essaie d'en trouver peut-être un autre. Attends, les cercles ici. Puis, quels dessins qui font écho au dessin animé? Les cercles? Ben là, il y avait des cercles tantôt. Là, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes cercles que tantôt, mais en même temps, c'est peut-être un des cercles de la série que j'ai vue. Oui. Il y a une variation de cercles. Ouais. Et je vois que tu nommes tout, hein. Tu sais, c'est comme si chaque petit élément de ton film était une œuvre en soi, là. Ensuite, Mathieu, je vais te demander de lire. Il y a une petite note que j'ai laissée que j'aimerais que tu la lises. Ça ici, Ioana? Oui, c'est un texte à lire. Dans ce projet de dessin animé, les espaces clos deviennent des métaphores pour explorer l'espace comme phénomène. Mes dessins représentent des lieux familiers. Je m'inspire d'endroits que je traverse au quotidien, espaces de travail, espaces domestiques, espaces privés ou publics, espaces d'attente ou de transit, espaces clôturés, etc. Ces espaces clos enferment des forces dynamiques. La mise en installation de l'animation me permet d'aborder la thématique du passage, de la trace, de la déambulation. Analogiquement, j'utilise la pièce vide comme métaphore de l'espace mental, qui peut parfois devenir l'hôte de pensées proliférantes. J'illustre une succession d'états
psychique qui passe du vide au plein. C'est super bien écrit. Ensuite, Mathieu, je vais te demander de te déplacer vers le mur, là où il y a 2 dessins accrochés au mur. OK. 2 grands dessins. Ouais, là, je reconnais des thématiques de ton travail. Dis-moi à Entre quoi... autres, à quoi ça me fait penser? Oui, dis-moi à quoi ça te fait penser. Ben, je reconnais les petits pics dans l'idée d'accumulation. Il y a aussi l'espèce, vu que c'est comme une pièce sombre, il y a un peu une espèce de pression, une espèce de lourdeur en quelque sorte. C'est pas joyeux comme œuvre. Mais l'espace clos et puis l'accumulation, puis une espèce de tension qu'on peut imaginer si c'est un espace psychologique, une espèce de tourment un peu. Puis l'autre œuvre ici, même si c'est une espèce de connivence, par le blanc, je la trouve peut-être un petit peu plus optimiste en quelque sorte. Je sais pas, il y a quelque chose une espèce de mouvement aussi vers l'avant qui est créé par les lignes. J'aime beaucoup ce côté-là de l'abstraction, l'espèce d'effet d'immersion aussi dans l'œuvre. Je rentre plus dans cette œuvre-là que dans celle-ci, quoique je suis plus face à celle-ci, là. Est-ce que tu peux te tourner un peu plus à gauche pour que je puisse bien les voir? Parce que je les vois pas bien. Ah oui, maintenant je vois mieux. Donc tu parles de celle-là, oui. Ouais, là je parlais de celle-ci. Puis celle que je trouvais qui représente des éléments que j'ai revus dans qu'est-ce que j'ai vu sur toi sur Internet, là. Tout le côté accumulation, les petits... moi j'appelle ça les petits pics, là, mais je sais pas comment tu les appelles, là. Les petits pics. Maintenant, Mathieu, il y a un cahier de notes par terre. Je vais te demander de le lire. Lire le passage qui est écrit à la main. Ben, c'est super beau aussi, hein. Je sais pas si... Ah, on est peut-être plus là. J'aime ton petit personnage. Ma vie influence mon travail, il y a ma peau et la schizophrénie de mon jumeau. Tout d'abord, cette enveloppe corporelle qui sert de frontière entre le moi et le monde extérieur. Comment je me sens dans ma peau aujourd'hui? Et toi, mon frère, comment te sens-tu dans ta tête aujourd'hui? Es-tu seul dans ta chambre? Voilà. Puis j'aime beaucoup le personnage, mais la série de petits dessins aussi... c'est comme si tu avais comme une espèce d'idée d'animation, on dirait. Oui, exactement. On voit la série de dessins possibles en mouvement. C'est comme si, c'est ça, tu as comme prévu le mouvement qui s'accompagnait un peu de tout ça, là. Ouais. Donc voilà, c'est terminé. Ben, c'est un bel espace de travail. Puis je me sens privilégié d'avoir pu faire la visite, sincèrement. Bon, ben, on se retrouve dans un autre univers. J'arrête la séance. D'accord, bye, à bientôt. C'est quoi votre premier œil sur l'expérience que vous avez vécue, c'est-à-dire de ton côté de faire visiter ton atelier sans être directement présent, de le faire à distance, de ton côté de vivre ce que un stagiaire en enseignement pouvait vivre de par l'expérience du swivel. Comment vous l'avez reçu rapidement? Je vais commencer. Oui. Pour moi, je suis de nature un peu introvertie comme personne. D'être en présence réelle avec des gens, je suis un peu mal à l'aise. Donc, pour moi, c'était parfait d'être présente à distance, comme ça. Ben moi, j'ai vraiment... À un moment donné, j'oubliais que Johanna n'était pas là. Il y avait l'équipe qui filmait. Assurément, eux chantaient leur présence avec moi, mais c'est comme si Johanna était là également avec nous. Donc, on sait vraiment, c'est ça, l'aspect d'entendre et de Johanna directement dans mon oreille faisait en sorte que j'aurais pu être seul avec le dispositif. Puis ça aurait été une visite guidée, mais que j'effectue seul. Est-ce qu'un bon superviseur doit avoir certaines qualités ou c'est une approche particulière pour pouvoir utiliser cet outil-là? Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est dans
c'est dans les prochains projets, là, dans mes demandes en cours, là, c'est vraiment l'idée de le type de rétroaction qu'on peut faire. Tu sais, on parle, c'est le concept d'immédiateté qui est associé au concept de téléprésence. Donc, comment qu'on peut faire une rétroaction immédiate sans trop déranger aussi. Donc, on peut imaginer un contexte de classe où si on a un superviseur qui n'arrête pas de faire des commentaires, on va juste vouloir enlever les écouteurs. Mais à des moments clés, certains commentaires positifs, des conseils avec la possibilité aussi de faire des liens théorie-pratique. S'il y a une situation qui se passe et on suggère quelque chose qui s'appuie sur la recherche, le stagiaire l'expérimente, l'effectue et voit que ça peut fonctionner. Donc, après coup, on peut donner plus de sens pour des réflexions qui vont suivre. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comment faire cette rétroaction-là de manière efficace, sans déranger, puis être au service de l'accompagnement de la personne stagiaire, puis de sa réflexion qui va suivre sa prestation. Là. Puis dans l'idée de visiter le studio, j'ai beaucoup aimé pouvoir avoir une espèce d'approche bonifiée. Tu sais, si j'avais visité ça seul, je me serais posé des questions, mais tu m'as guidé vers un questionnement supplémentaire. Donc, je crois que j'ai vu des choses supplémentaires grâce à cette intervention-là. Donc, c'est un peu comme si on a la petite présence sur son épaule. J'ai vraiment senti cet accompagnement-là à distance. Ouais. Qu'est-ce que ça te permettait de recevoir différemment d'un visiteur? Tu sais, parfois, tes œuvres sont en musée ou sont en exposition. Tu n'as pas toujours accès à ces réflexions-là. Est-ce que ça te donnait une immersion supplémentaire sur ce que pouvait vivre Mathieu? Oui, ben je me sentais un peu comme son petit ange gardien là, derrière son épaule. Donc j'avais le sentiment d'avoir le contrôle un peu aussi de sa visite. Je pouvais l'orienter dans l'espace, lui dire quoi faire, quoi feuilleter, quoi regarder, lui poser des questions. Ouais. Mm-hmm. C'est quoi votre rapport avec votre posture en fait personnelle? J'ouvre avec toi, Johanna. C'est quoi ta posture personnelle quant à la place du numérique, la place de la technologie dans ta vie et dans ton travail aussi? Ben, tout d'abord, dans ma vie, je pense que, tu sais, je me mets à la place d'une personne là, qui travaille devant son écran, qui suit des formations à distance devant son écran, ensuite qui voit ses amis par Internet devant son écran, qui voit des films le soir par écran. C'est comme sa vie, il n'y a plus de différence entre l'écran et lui, là. C'est la même personne. Donc, ça, je pense que c'est dangereux, là, quand l'écran devienne le centre de nos vies. Mais en même temps, ce que ça permet, l'écran, ça permet une ouverture sur le monde, tu sais. Même si on est replié face à notre écran, on est ouvert sur le monde. On est connecté avec les gens. Donc, il y a cette possibilité-là de Est-ce que faire pour toi, circuler mon l'écran travail. accentue nos solitudes ou au contraire, elle nous ouvre sur de nouveaux mondes, sur des relations supplémentaires, des relations différentes assurément, mais elle est à double mouvement. Ouais. Je pense qu'elle est à double sens. Puis pour les artistes, par exemple, le numérique, ça nous aide énormément. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en art au début, dans les années 2000, c'était encore les diapositives. Puis pour aller approcher une galerie, ben, tu préparais ton portfolio, tes diapos, tu les amenais, puis maintenant, tu fais un clic, puis tu l'envoies, puis c'est beaucoup plus facile. Et toi, Mathieu, c'est quoi ta posture? Est-ce que même si le numérique, la place du numérique prend une certaine part dans tes recherches, dans ton travail, dans ton approche, est-ce que tu partages aussi certaines craintes ou un regard qui peut être plus critique, j'imagine, sur l'apport que ça peut avoir ou la place que ça occupe? Ben, tu l'as bien nommé, puis Johanna aussi. Donc, oui, comme chercheur, il faut extrêmement être vigilant. On se fait pas on n'est pas trop optimiste non plus, là, donc on essaie d'être critique, on amène le pour et le contre. Puis je pense qu'un élément, un mot d'ordre, c'est avant de penser à un outil numérique, il faut réfléchir à une intention pédagogique. Donc, on ne choisit pas un outil puis on se questionne sur comment bien l'utiliser. On a des intentions, on veut faire quelque chose, puis tant mieux si un outil va bien nous servir. Donc, moi, dans mes travaux, l'idée d'accompagner à distance des apprenants, il y a beaucoup d'enjeux éthiques aussi qui sont à considérer avec l'utilisation de la vidéo, des transferts vidéo. Donc, il y a un peu une perte possible. Donc, l'idée, c'est de bien conserver les données.
quand on pense, mettons, aux psychologues, aux médecins, la télémédecine est en train de prendre un envol. Tous les accompagnements à distance, quel est le secret professionnel dans tout ça. Donc c'est des questions importantes avec l'espèce d'effervescence qu'on connaît en ce moment qu'il va falloir rappeler à différents moments pour éviter qu'il y ait une dérive de ce côté-là. Une des forces qui est indéniable, j'imagine, de ça, c'est la possibilité de garder des traces. Des traces par exemple, j'imagine un stagiaire qui vit ce type de relation-là où il est filmé, où il y a une présence à distance. Ouais. Comment tu vois ça comme force pour l'apprenant? Pour l'apprenant, c'est majeur parce que dans le fond, la personne accompagnatrice qui observe sans vidéo, sans rien, peut faire des commentaires a posteriori avec la personne stagiaire. Puis la personne stagiaire prend les commentaires, puis il faut faire confiance, puis on en prend, puis on en laisse, puis parfois ça ne crée pas de sens parce qu'on n'a pas vu notre situation. Donc, la vidéo est une trace indéniable. Il y a d'autres traces possibles, mais si on prend la vidéo, un stagiaire ou une personne apprenante se filme, s'observe et après coup, des commentaires, la création de sens va être beaucoup plus grande. Donc, les rétroactions vont être davantage porteuses si la personne stagiaire peut elle-même analyser son activité. Donc oui, il y a toute la notion de trace, pour moi, est super importante, entre autres du fait que je m'intéresse à toute l'idée du portfolio numérique. Il y a peut-être un autre lien entre mes travaux puis le travail d'artiste, du fait que, comme artiste, on veut garder des traces de notre parcours. Et comme apprenant, ça peut être très fort aussi de garder des traces d'un début de parcours jusqu'à la toute fin, puis après coup, de voir l'évolution. Moi, je m'intéresse à l'évolution en termes d'apprentissage. Donc, puis, c'est intéressant de faire des traces qui sont parfois pas à notre avantage, des erreurs qu'on a fait, mais qu'on a bien analysées, puis qu'on témoigne d'une résolution de problème basée sur le savoir de la recherche, le savoir des cours, en même temps lié à notre pratique. Donc, le portfolio est un espace de réflexion intéressant pour la formation pratique, puis pour la formation en général. Dans ton atelier, Johanna, tu as une caméra. Le numérique occupe de plus en plus de place dans ta pratique aussi. Tu gardes des traces de ce que tu fais. Ça a une influence sur ta façon de travailler. De quelle façon ça a une influence? De quelle façon le numérique et la façon de pouvoir garder des traces, tu utilises ça dans ton rapport à l'art? Le numérique, c'est naturellement imposé dans ma pratique. Tu sais, depuis des années, je photographie mes dessins, je photographie les peintures que je fais dans leur processus d'évolution. Tu sais. Puis, j'ai fini par me dire, hey, je devrais faire des animations avec ça. Je me suis dit, je vais mettre une caméra au-dessus de ma table de travail, même je vais archiver, je vais photographier l'activité de dessiner. Donc, de photographier la trace du dessin en train de se faire, en train de se construire. Donc, il y a ça d'une part. D'autre part aussi, quand je photographie mes dessins, les peintures que je suis en train de réaliser, ça me permet d'avoir une distance. Ça me permet d'avoir une autre perspective sur mes dessins. Tu sais, disons, si je travaille sur une peinture de grand format, je suis complètement dedans. Puis, une fois que je l'ai pris en photo, ça change mon rapport de perspective. Est-ce que c'est toujours un avantage? C'est un avantage, mais il y a quelque chose de malsain aussi parce que des fois, avec les réseaux sociaux, tu sais, je vais publier des choses sur les réseaux sociaux, puis quand je me demande qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui pour publier sur les réseaux sociaux, là, ça devient malsain, tu sais, ça devrait pas être ça en premier, ça devrait être la création en premier. Est-ce que pour toi, Mathieu, c'est toujours judicieux de voir ce qu'on est, d'avoir des traces de ce qu'on est, de pouvoir faire une métacognition sur notre travail? Est-ce qu'il y a de meilleurs moments, de moins bons moments? Quel conseil tu peux donner, par exemple, à tes stagiaires sur ce rapport-là aux captations, à ce regard-là sur soi-même? C'est jamais agréable de s'observer, ça c'est clair. Il y a toujours une espèce on n'aime pas se voir. Donc, quand on est capable de passer par-dessus ça, tu parlais il y a un danger parfois de diffuser, puis après coup sur Internet, via les réseaux sociaux. Ce danger-là, c'est qu'on n'a pas le contrôle un peu sur le collectif, sur les gens qui peuvent y avoir accès, mais l'intérêt par la suite, tu parlais de métacognition, l'espèce de regard un peu macro qu'on peut avoir, c'est intéressant si on peut le partager avec un collectif de pairs, des gens significatifs. Je crois que même si tu partageais
une certaine œuvre avec des gens sélectionnés ou des gens qui vivent à peu près la même chose que toi, là, leur regard peut accentuer un peu ta réflexion à toi ou ta démarche à toi. Parce que tu as le respect de ces gens-là et ils ont une espèce de respect mutuel qui peut s'installer. C'est important justement d'établir ce respect-là. Si on fait ces choses-là à distance, on pourrait parler d'une présence sociale. Si on est capable de créer une cohésion, un respect entre les gens, se connaître malgré la distance, c'est après coup qu'on peut résoudre des problèmes ensemble, s'aider, se proposer des pistes de solutions. Donc, si on ne prend pas le temps d'installer un bon climat au sein d'un collectif conforme, ben effectivement, ça peut aller dans toutes les directions. Mais toute trace est intéressante, je crois. Tout partage peut être porteur si les personnes réunies prennent le temps d'établir un bon contexte favorable à l'apprentissage en parlant de présence dite sociale. Johanna, qu'est-ce qui a changé sur ton regard face à la pédagogie de par ton contact, de par ta rencontre avec Mathieu? Ben, ma rencontre avec Mathieu, ça m'a permis de réfléchir sur le numérique. En fait, dans ma pratique, il y a deux choses. Je produis des dessins, des peintures qui sont voués à être exposés sur les murs, en galerie ou en musée. Puis, je produis aussi des images en mouvement, qui sont des dessins animés que je peux présenter dans les festivals, que je peux présenter n'importe où. Donc, c'est ça, il y a deux choses. Puis, il y a la notion de l'engagement du spectateur aussi. Tu sais, quand tu regardes un dessin ou une peinture accroché au mur, tu dois t'arrêter, tu dois t'immobiliser, tu dois scruter l'image, puis il y a un parcours qui se crée, une histoire qui se crée quand tu regardes cette image-là. Puis, ça m'a permis de réfléchir sur quand tu regardes une image en mouvement aussi, tu sais, un spectateur qui arrive dans une installation, devant une vidéo, il arrive à quel moment dans la vidéo, au début ou à la fin, est-ce que ça a une importance? Puis aussi, cette notion-là de le spectateur, il est un peu plus, peut-être, plus passif, où il se laisse, il embarque là, un peu dans l'image qui bouge, l'image en mouvement. Puis, c'est ça, je pense que, tu sais, la crise actuelle du COVID-19, ça permet aux artistes de réfléchir vraiment sur l'utilisation du numérique dans leur pratique. Puis, il y a vraiment un changement de paradigme. Il y a un avant puis un après. Puis Mathieu aussi, dans ses recherches aussi, là, tu sais, il y a un avant le COVID, puis un après, puis la place du numérique. Pour toi, Mathieu, qu'est-ce que cette rencontre-là, ces échanges-là avec Johanna ont apporté comme nouvelle perception, comme façon de voir peut-être ton propre travail différemment? Ben, c'est intéressant de voir l'espèce d'évolution de Johanna, de se retrouver 12 ans après cette exposition-là. Je vois que à quel point son travail a évolué. Puis ça, c'est intéressant de voir cette démarche-là. Puis je l'apprécie de pouvoir avoir eu accès à des œuvres des dernières années, puis de voir tout ce parcours-là. Moi, ça a été très, très, très intéressant du point de vue de l'amateur de l'art que je suis. Puis du point de vue du chercheur ou du pédagogue que je suis, d'entendre parler de la démarche d'artiste de Johanna m'a amené à me questionner sur ma démarche en tant que chercheur. Parce que, un peu comme elle, je travaille sur quelques projets en parallèle. Parfois, il y a un projet qui prend un peu plus d'ampleur. Il y a un projet peut-être un peu plus axé sur des demandes de subventions, des projets subventionnés, des projets plus personnels. Donc, j'ai l'impression que je fonctionne un peu à la manière d'un artiste dans ma façon d'évoluer en recherche. Puis, il y a un mot qui m'est arrivé un moment donné dans nos discussions, c'était l'idée de sérendipité, qui est l'idée à travers les recherches, parfois, on découvre quelque chose par accident. Puis, je pense que l'artiste fonctionne beaucoup comme ça. Exemple, il y a une lumière qui est allumée dans le local, puis ça a fait tel effet sur ta peinture, puis dire « Oh, wow, on va exploiter cet accident de parcours-là. » Puis comme chercheur, on fonctionne beaucoup comme ça. Dans le fond, des fois, on fait une lecture qui détonne, qui marque un virage. On se fait inviter dans un collectif. Donc, des fois, par les invitations, par les rencontres liées au hasard, on a des parcours sinueux. Puis finalement, moi qui ai toujours voulu être un artiste, peut-être que finalement, j'en suis un petit peu comme chercheur. C'est ça que je me suis dit.
Alors, c'est déjà la fin de ce 5e Cab Lab-ci. D'abord, je veux vous remercier, Johanna, Mathieu, de vous être prêtés à ce jeu-là. Il y a toujours un certain vertige. En même temps, ce qui est important, c'est la rencontre. Témoigner de cette rencontre-là. Merci beaucoup. Il y a des partenaires qui sont importants. Il y a des gens qui nous ont aidés à la réalisation de ce Cab Lab-là. Tout d'abord, de l'Université de Sherbrooke, Léonie Alain, Mario Trépanier et Gilles Jean, qui sont du centre culturel, puis qui ont tous trois collaborer à ce que ce Cab Lab-ci se réalise. Il y a des partenaires importants qu'on doit souligner, soit l'Université de Sherbrooke, le Centre en art actuel Sporobol, la Ville de Sherbrooke et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, puis la série Arrière-cour. Finalement, tout au long de la diffusion de ce Cab Lab-ci, vous, public, nous avez posé des questions. On va prendre le temps d'y répondre sous peu. Donc, à tout de suite. Ben voilà, on se retrouve, on est ensemble. Donc, je vous remercie d'abord, cyberspectateurs. Vous nous avez envoyé de nombreuses questions, de nombreux commentaires. Vous avez alimenté nos réflexions. Nous, on vous a lu, on vous a écouté, on s'est regardé live, tout comme vous. Puis, je partage quelques observations et quelques questions que vous nous avez transmises à Johanna et à Mathieu, qui sont ici. Bonjour Johanna, bonjour Mathieu. Salut André. Alors, on est quelques jours plus tard après cette captation-là. C'est encore frais en votre mémoire. J'ai une première question qui vient de Mme Chantal Hébert. Est-ce que pour toi, Mathieu, il existe un lien direct ou un certain lien que tu peux établir entre les mathématiques et l'art? Qu'est-ce que tu vois comme lien potentiel? Quelle observation tu peux nous témoigner à ce sujet-là? Bien, mon parcours n'est plus vraiment en mathématiques, mais dans le fond, j'étais un ancien enseignant de mathématiques. Après coup, j'ai enseigné les maths au secondaire puis aussi à l'université en didactique des maths. Là, mes travaux sont plus en formation pratique, utilisation du numérique en formation pratique. Donc, j'ai un parcours un peu sinueux. Puis, Johanna, tu as fait un beau boulot de tout rattraper ça. Mais c'est drôle parce que quand Johanna a présenté son travail, j'ai fait un lien avec justement les mathématiques. Quand tu as présenté une œuvre qui était une espèce d'éléments récupérés où il y avait plein de nombres dessus. Puis, dans le fond, oui, il peut y avoir un lien. Puis, Johanna est peut-être mieux placée que moi pour en parler. À quel point les maths ont, dans le fond, une place même dans son travail à elle. Est-ce que je me trompe? De quelle façon, Johanna? Même des perspectives, les espaces, c'est très géométrique. C'est peut-être instinctif chez toi, mais je trouve que je retrouve beaucoup d'aspects mathématiques dans ton travail. Il y a l'élément de la découverte. Je pense que c'est, si je me souviens bien dans mes études, Newman qui avait parlé de ça. Un chercheur qui parlait de la relation entre les sciences puis l'art aussi, qu'il y a l'élément de la recherche, de la découverte qui est présente dans les deux sphères. Merci beaucoup. Johanna, je te pose une question. En fait, c'est une question qui nous vient... Attendez, je vais retrouver le nom. En fait, c'est pas si important, mais est-ce qu'il y a un élément, une source d'inspiration qui revient plus fréquemment? Est-ce que tu as une façon de t'inspirer en particulier? Est-ce qu'il y a une source directe qui est récurrente? Ah, bonne question. C'est qui me pose cette question? Ah, ben ça, c'est ce que je cherchais. Alors, tu peux commencer à répondre pendant que je retrouve le nom de la personne qui a posé la question. Je dirais qu'il y a l'accumulation, comme Mathieu avait parlé, de l'accumulation, la répétition du même motif. Ça, c'est quelque chose qui revient toujours. Parce que j'imagine quand je ne sais pas quoi faire, je préfère répéter un peu la même chose que les idées en bas. Mais une source d'inspiration, je dirais que c'est la vie, la vie que je vis. C'est comme deux vases communicants, ma vie personnelle puis mon travail de création. Ça s'imbrique ensemble. Mathieu, tu as déjà été rédacteur en chef du magazine Voir, l'édition estrienne. On a une question de M. Pierre Javot qui demande, est-ce que ce passage-là a forgé quelque chose de particulier dans ton œil, dans ta façon d'apprécier l'art, dans ton regard, peut-être sur ce que Johanna a fait à l'époque? C'est ça. Dans le fond, j'ai joué un rôle en tant que rédacteur en chef journaliste. J'ai été plongé dans le milieu culturel. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, quand je faisais des entrevues comme journaliste culturel, qu'est-ce qui m'intéressait le plus? C'était les entrevues avec... j'aimais beaucoup faire des entrevues avec les gens en danse contemporaine, puis les gens en art visuel, par tout le côté abstrait du discours, puis des échanges. Donc, ça m'a peut-être amené une espèce d'appréciation de l'art de manière plus générale.
Puis j'avais cet esprit parfois que c'était assez différent du boulot de professeur, que je jouais sur deux terrains très différents, mais en quelque sorte, plus ou moins, plus ma carrière de prof évolue, prend de l'ampleur, plus je me sers un peu de ces acquis-là relationnels, d'appréciation, d'intérêt pour l'autre. Puis aussi cette idée en éducation qui est très forte, en tout cas ici à l'Université de Sherbrooke, c'est cette idée que quand on forme des pédagogues, on forme des passeurs culturels. Donc, cette période-là, j'ai joué mon rôle de passeur culturel, puis j'avais toujours un pied à l'université, un pied dans le milieu des arts, et puis là, j'ai pas tourné le dos aux arts, mais on voit un peu que ça m'accompagne encore, même si je suis rendu ailleurs dans mon parcours. Là. Ouais. J'ai un commentaire de Mme Nicole Grondin à vous partager. Je vous invite à le commenter. Elle dit ceci. « Pour la majorité, l'art n'est pas une nécessité. Les règles de l'art sont floues. Un artiste est un être libre. Il dispose de son temps comme bon lui semble. S'il a les moyens de s'offrir un atelier, il sera plus productif et acquérera une certaine renommée. » As-tu l'impression, Johanna, que d'avoir ton atelier est un élément indispensable de pouvoir exercer ton art dans un lieu précis, t'aide à pouvoir pratiquer cet art-là, devient un levier? Oui, définitivement. Je pense que oui. D'avoir un atelier, ça l'aide beaucoup parce que tu peux travailler à la maison, mais à la maison, il y a plein de choses à faire. Donc, si tu as un lieu de travail pour travailler, donc ça va t'aider. As-tu toujours eu un atelier ou dans les premières années où tu exerçais, tu n'avais pas d'autre choix que de le faire en fait à la maison? Non, je n'ai pas toujours eu un atelier. En fait, ça fait juste environ 8 ans que je me paye un atelier. Sinon, je me payais toujours une pièce à part dans mon appartement. Mais une fois que tu as un atelier, on dirait que tu ne veux pas retourner en arrière. Ça revient un peu à... Ça fait penser au télétravail. Tu sais, à un moment donné, le télétravail, c'est beau, mais quand on est seul, c'est chez soi à travailler, face à son ordi. Des fois, on s'ennuie de nos collègues, on s'ennuie du groupe, ou même en formation à distance. C'est bien un peu d'hybridation. Puis j'aime bien la posture actuelle qui est de dire on va quand même essayer d'avoir un peu de présence avec tout le contexte où on tend de plus en plus vers la formation à distance. Oui, il y a une force à la formation à distance, mais l'idée de tourner le dos complètement à la présence, à mon avis, est une erreur. Donc si on peut bénéficier des moments de présence à des moments clés, allons-y, profitons-en. Là. C'est intéressant. J'ai envie de vous partager, un peu en lien avec ton commentaire, un commentaire de M. Éric Desmarais qui écrit ceci. « Le numérique est une bibliothèque géante, non filtrée, mais elle ne remplacera jamais l'expérience physique. C'est effectivement un avantage pour l'accès à la connaissance et aux autres, mais comme toujours, qui comporte ses désavantages, dont l'absence de notre corps dans l'expérience, qui est un enjeu majeur. Il n'y a pas de technologie qui soit bénéfique ou maléfique. C'est une transformation du centre de gravité, pour prendre une analogie physique. Le numérique est là, le milieu culturel n'a pas vraiment le choix de l'investir. Il y a toutes sortes de façons de l'investir. Qu'est-ce que vous en pensez? Wow. Merci, Eric. C'est une belle citation. Je rajouterais rien, toi, Mathieu? Si je ramène ça à l'idée de la formation, de l'éducation, je pense que je l'ai mentionné à un moment donné dans la captation. On ne choisit pas un outil, puis après quoi on s'intéresse comment enseigner avec cet outil-là. On porte des intentions pédagogiques, on veut faire apprendre, on a des compétences qu'on veut faire développer, puis après coup, on se dit, quel outil pourrait bien servir ces intentions-là? Puis je pense qu'un artiste aussi, c'est ça. Donc, il faut vouloir créer quelque chose, puis peut-être que l'outil nous sert bien. Si la technologie nous sert bien, tant mieux, mais il ne faut pas basculer vers la technologie par dépit. Oui. Tu sais, Dans le micro, peut-être. Oui, si je vais parler dans le micro. En éducation, tu sais, l'objectif, c'est de transmettre un message. Puis en art aussi, tu sais, il y a l'objet d'art qui veut transmettre un message, mais il y a aussi la dimension sociale qui est importante, la dimension physique. Puis c'est ça qu'on perd un peu avec le numérique, cette espèce de besoin-là de l'être humain comme être social, d'être en relation avec les autres. Puis c'est la plus grande difficulté, je pense, dans le numérique, de garder les liens sociaux, tu sais. Oui, non, là-dessus, dans le sens que moi, je crois beaucoup dans l'idée que le numérique
sais, on dit souvent que ça amène une approche très individualiste. Moi, je trouve que l'utilisation, puis je ne veux pas te contredire hautement, là, mais l'utilisation du numérique en pédagogie amène des occasions justement où on peut échanger avec un collectif beaucoup plus vaste que celui qu'on aurait dans une salle de classe. Puis il y a des intérêts par les nouveaux collectifs qu'on peut former grâce au numérique. Tu sais. Donc ça, il y a une force sociale au numérique, mais qui est différente du social qu'on peut avoir en présentiel, indéniablement. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Johanna. En fait, tu parlais du fait que, la présence de l'autre est importante. C'est une question qui vient de Mme Nicole Grondin. Elle se demande si, pour toi, c'est plus facilitant dans ta façon de travailler, d'être seul. Est-ce que pour toi, ça rend la production plus facile? Ça rend ton investissement dans les projets que tu fais plus facile? Oui, je pense que oui. Oui, je suis un être solitaire qui... je travaille plus facilement quand je suis toute seule, quand je suis toute seule à l'atelier, quand il y a personne. Oui. Ben, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu, Mathieu et Johanna. On ne t'a pas vu beaucoup à la caméra, mais il faudrait montrer André peut-être un peu. Non, mais ça va, ça va. On m'a bien vu précédemment. Alors, merci Mathieu de cette attention. Mais je vous remercie, cyber-spectateurs, d'avoir été présents, d'avoir commenté, d'avoir collaboré à ce cabaret laboratoire. Votre présence nous a manqué un peu, mais de vous sentir avec nous aujourd'hui, ça compense d'une certaine façon. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver l'automne prochain pour un prochain cabaret laboratoire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.